Ce programme vous est offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001. Après l'étape du Kasaï oriental, le chef de l'État est attendu ce mardi, sauf changement de dernière minute à Cabinda, dans la province de Lomami, dans le cadre de sa tournée dans l'espace Kasaï. En sécurité, au moins 31 miliciens Codeco ont été tués dans de bombardements par des hélicoptères de FARDC à Djougou. Confirmation du porte-parole des opérations militaires en Ituri. Et puis en culture, cette triste nouvelle, la star de la rumba congolaise François Lulendo Matumona, connu sous le nom du général Defao, est décédé lundi soir à Douala au Cameroun à l'âge de 63 ans. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous rejoindre. Après Kasaï oriental, le chef de l'État est attendu ce mardi, sauf changement de dernière minute, à Cabinda, dans la province de Lomami. Sur place, Félix Tshisekedi va communier avec la population qui croupit dans la pauvreté et qui attend de lui des solutions concrètes. En visite d'hier, lundi à la SACIM, le président de la République a décidé la mise en place urgente d'une commission paritaire regroupant les différents acteurs concernés par le conflit sur l'exploitation du site kimberlitique appartenant à la MIBA. Attaquant de Béni, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde appelle la population à la vigilance en cette période de fin d'année. Un message lancé à l'issue de la réunion de sécurité qu'il a présidée hier sur la situation qui prévaut dans cette ville de la province du Nord Kivu, après cet attentat qui a coûté la vie à plusieurs personnes. Se confiant personnellement à la presse à l'issue de cette réunion, le Premier ministre Samaloukonde a commencé par exprimer la compassion du gouvernement envers les familles de tous les compatriotes tombés le jour de cet acte terroriste commis en plein centre-ville de Béni par l'ennemi. Le premier message, c'est d'abord un message de compassion et de condoléances vis-à-vis des familles qui ont perdu des membres chers à la suite de cet acte terroriste commis. Le Premier ministre, qui invite par ailleurs la population à la vigilance et à la dénonciation, rassure que son gouvernement reste déterminé à mettre fin à l'activisme de l'ADF dans cette partie de la République. Restez vigilants en cette période de fin d'année pour qu'ensemble, avec nos services de sécurité avec lesquels nous nous sommes réunis, nous puissions relever ce défi sécuritaire. Vigilance à tout moment, tout azimut et surtout signalement. Dès qu'il y a un événement anormal qui est vu, ça doit absolument être signalé. Enfin, le chef du gouvernement appelle l'ensemble de la population à maintenir l'élan de solidarité avec les compatriotes de Béni, surtout en ce moment précis, afin qu'ensemble, nous puissions mettre définitivement à cet ennemi de la République hors d'état de nuire. Nous l'avons vu, toute une compassion s'est levée de tous bords et de tous acteurs politiques, dressés comme un seul homme, comme des Congolais, vis-à-vis d'une menace à la République. Et donc, ce soutien, il doit rester maintenu. Pour rappel, l'attentat terroriste a été perpétré le samedi 25 décembre 2021 à Béni, dans la province du Nord Kivu, un acte ignoble qui a causé des pertes en vies humaines. En Ituri, 31 miliciens Codeco ont été neutralisés par l'armée régulière. C'était lors du pilonnage de bastions de ces rebelles par des hélicoptères de combat dans la région de Mongwalu. Les détails dans ce reportage de la presse militaire. La puissance de feu de FARDC bouillonne et crée panique dans les camps ennemis. 3 retranchements des miliciens Codeco ont été bombardés par les hélicoptères de combat de l'armée. Il s'agit de Digene, Andissa et Dungu, 2 sites miniers localisés dans la région de Mongwalu, en territoire de Djougou. Ces sites servaient hors la loi pour planifier l'attaque. Bilan provisoire, 31 miliciens neutralisés et plusieurs blessés dans les camps ennemis, a dit le lieutenant Jules Ngombe. Les forces armées ont traité avec succès toutes les cibles ennemies ou
les Codeco et leurs alliés se retranchaient pour attaquer Mungwalu. Lors de ces opérations aériennes, avec l'appui fait des hélicoptères de combat de forces armées, un bilan provisoire, 31 éléments Codeco neutralisés et plusieurs blessés dans le cas ennemi. Ces opérations ont permis à mettre les habitants de la commune rurale de Mungwalu hors danger, précisent les porte-paroles des opérations militaires à Ituri. Pour le moment, les commandants des opérations et gouverneurs militaires, le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, demandent que toute la population soit derrière son armée pour mener les opérations de manière prompte et rapide. Aujourd'hui, la commune rurale de Mungwalu est sous abri et sous protection de forces armées de la République démocratique du Congo grâce à ces opérations que nous avons menées. Les opérations de fouilles et de ratissage se poursuivent au sol, a-t-il indiqué. Il appelle la population au calme et à dénoncer tout mouvement de ses ennemis de la paix. Rappelons que c'est la 6e opération aérienne menée par l'armée dans cette zone. Restons toujours en Ituri où le marché central de Bunia a été doté des nouvelles installations hygiéniques dignes. Il s'agit d'une initiative du gouvernement provincial pour améliorer les conditions de vie de la population. Désormais, le marché central de Bunia dispose des installations hygiéniques dignes de son nom. L'ancien bloc hygiénique était devenu source de plusieurs maladies, ont reconnu les marchands et marchandes lors de la cérémonie d'inauguration. De quoi remercier l'initiateur de cette œuvre. Félicitations kwa niletea kama mwenye mtapatia leo ile. Mtu wa ile haistahili vraiment kubakia souvenir yake. Tukatia picha yake hapa. Wala tukatia kule misiju ya mangari mtasema. Anastahili. Parlant au nom du gouverneur militaire, le maire policier de la ville de Bunia, le commissaire supérieur principal Chabine Wamigo John, précise que la restauration de l'autorité de l'État à Ituri passe également par l'amélioration des conditions de vie de la population. La province a plusieurs chantiers, à part le problème que nous avons de sécurité, mais il faut aussi développer la province. Et à travers la mairie, on a des provinces qui posent des actions. Aujourd'hui, vous voyez vous-même les toilettes qui ont été construites. Moi, je suis venu. Ce bloc hygiénique est composé de 12 portes, dont 2 douches. Signalant qu'au cours de cette cérémonie d'inauguration, le maire policier a également annoncé la construction d'un poste de police ainsi qu'un nouveau bureau du marché central dans un proche avenir. L'année 2021 s'achève et la lutte contre la corruption était inscrite parmi les priorités du gouvernement. En ce jour, comment peut-on dresser le tableau dans ce secteur qui reste parmi les fléaux qui entravent l'essor de la bonne gouvernance dans le pays? Précision dans ce dossier de la rédaction signée Vanank Munipolé et Jacob Simi. Du premier citoyen de la République qui donne la vision, en passant par le parlementaire qui vote des lois, de la société civile qui dénonce les faits, des corruptions jusqu'aux cours et tribunaux qui condamnent les coupables, la lutte contre la corruption reste une préoccupation qui touche toute la vie nationale de notre pays. En dressant un tableau sur ces phénomènes, selon les observateurs, aucune institution n'est épargnée en ce jour des actes de détournement qui mettent à mal les processus de la bonne gouvernance et des démocratisations tant souhaités par les autorités de la République. Faisant allusion au débat qui se déroule au Parlement lors de l'examen de la reddition des comptes 2020, le président des parlementaires africains pour la lutte contre la corruption à RDC, le député national Passisa Pamba, avait donné quelques révélations au sujet de l'application du budget dans certains secteurs. J'ai pris les recettes globales internes en 2020. Accroissement des recettes, 104%. Quand vous prenez le budget annexe, 121,5%. Quand vous prenez maintenant le financement en dépenses sur le suivi des réformes de finances publiques, 0%. Aucune dépense. Alors que les réformes sont ceux-là qui peuvent entraîner l'amélioration de la gouvernance. En regardant la réhabilitation du bâtiment du secrétaire général du gouvernement, 15 422,1% de dépassement. Est-ce que ce genre de dépassement
sont-ils autorisés? Je confirme ici et je signe que le dépassement budgétaire est une faute de gestion. Des fautes de gestion qui s'observent au quotidien dans les chefs des animateurs nécessitent des réponses adéquates en termes de sanctions pour contribuer efficacement au combat de la lutte contre la corruption, estiment certains analystes. Rappelons ici que, le 9 décembre dernier, le monde a célébré la Journée internationale de la lutte contre la corruption avec comme thème « Votre droit, votre défi, dites non à la corruption ». La journée qui avait eu l'occasion d'être célébrée également au pays par un sous-thème « Corruption et flux financiers illicites, rôle des parlementaires ». Sans revenir aux différents cas des détournements enregistrés en 2021, tous les efforts du gouvernement justifient que ces phénomènes restent une préoccupation majeure dans la société et que chacun de nous est appelé à jouer pleinement son rôle afin d'éradiquer ces fléaux qui gangrènent le développement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Dans un autre chapitre, les agents de l'ICCN, Institut congolais pour la conservation de la nature, étaient en sit-in ce matin devant le jardin botanique de Kinshasa dans la commune de la Gombe. Ils réclament notamment l'amélioration de leurs conditions sociales ainsi que le départ du nouveau comité pour incompétence et mégestion. Selon eux, aucune solution n'a été jusqu'ici trouvée à leurs revendications depuis l'arrivée de la nouvelle équipe dirigeante. Nous sommes des agents de l'ICCN, ceux du Jardin botanique et zoologique de Kinshasa. Nous sommes en train de réclamer nos primes qui ont été réduites de moitié depuis 2 ans. Nous sommes en train de réclamer un salaire insignifiant, en moyenne de 100 000 francs. Comment pouvez-vous imaginer qu'un agent vive avec $100 le mois? Ça veut dire 100 000 francs de primes en moyenne et $50 de salaire en moyenne. Donc ça fait $100. Nous n'avons aucune prise en charge médicale. Les agents meurent chez eux, dans leur maison, parce qu'ils sont incapables de payer les hôpitaux. Nous n'avons pas de transport. Nous rentrons avec notre propre argent. Nous venons au travail avec notre propre argent. Nous sommes réduits à des moins que rien, parce que comment pouvez-vous imaginer, nous ne sommes que 3000 agents de l'ICCN dans toute la République. Le parc de Virunga, ce que nous avons entendu parler, a fait $81 millions l'année passée, l'année où il y a eu le moins de visiteurs possible, et l'agent de l'ICCN a $100 le mois. Nous avons aussi d'autres problèmes d'assurance, mais justement la prise en charge médicale. Donc nous demandons au ministre de l'Environnement. Nous n'avons aucune prime de la part du ministre de l'Environnement. Nous n'avons aucune prime de la part du ministre de Tourisme. Et pourtant, nous rentrons de l'argent dans les caisses de l'État. Nous voulons peut-être le départ, à moins qu'il change, de notre DG, parce qu'il a promis d'ici le 24 de résoudre nos problèmes, en tout cas ceux de la prime. Nous espérons avec le gouvernement actuel d'avoir des solutions concrètes et précises. Nous sommes pendant les fêtes, mais nous ne fêtons pas parce que nous n'avons rien. Au Sud Kivu, le syndicat national des enseignants des écoles catholiques a décidé de boycotter les cours sur toute l'étendue de la dite province ce mardi 28 décembre. Ce syndicat dit faire cette annonce pour répondre à l'appel de la société civile, invitant toute la population à observer une journée ville morte pour protester contre le plan de balkanisation et l'entrée en troupes des forces étrangères sur le sol congolais. Et dans le cadre de festivités de fin d'année, Amato Bayou Bazire et Safari Kuinanika, tous deux cadres de l'Union pour la nation congolaise, ont communié dimanche avec leur base électorale du Sud Kivu, précisément celle de Walungu. Il était aussi question pour eux de s'imprégner de la situation sécuritaire qui prévaut à Bukavu et transmettre le message du président national de ce parti politique, Vital Kamerhe, aux militants de l'UNC. Communier avec sa base pendant les festivités de fin d'année, telle est la mission non officielle du vice-ministre de la Justice, Amato Bayou Bazire Mirindi, qui est arrivé le dimanche dernier à Bukavu, dans la province de Sud Kivu, via le port Luzi. Le vice-ministre de la Justice et les députés nationaux Safari Kuinanika, en vacances au Sud Kivu, devant la presse, ont dit être venus pour communier avec leur base ainsi que transmettre les salutations du président de l'UNC, Vital Kamerhe, à sa base électorale.
Je viens donc, pas pour une mission officielle, mais je viens passer les festivités de fête avec la population du Sud Kivu. La population de Walungu a fait un cri, l'insécurité sur la route, ça nous est parvenu, je ne pouvais pas rester indifférent. Donc c'est une occasion pour moi d'être encore parmi vous, d'écouter par rapport à ce qui se passe dans notre province, écouter la population et savoir quoi on peut dire, parce que j'ai toujours pensé qu'il faut être aux côtés de la population pour savoir émettre des points de vue à donner aux différentes autorités du pays. C'est un point de vue personnel, moi je suis un élu et il faut du respect aux décisions du Parlement, parce que l'exécutif, j'en fais partie, nous sommes l'émanation du Parlement. Et ils ne font pas, quand on est démocrate, on doit savoir s'écouter devant les décisions de celui qui vous a mis là où vous êtes. Après les ports, il s'est rendu au siège du parti où il a demandé aux militants et aux membres de l'Union pour la nation congolaise de rester unis et que si quelqu'un veut s'égarer de l'approcher et le lui dire au lieu de tout vouloir régler dans les réseaux sociaux. Le président du parti Ensemble pour la République vient de totaliser 57 ans ce 28 décembre. L'ancien gouverneur du Grand Katanga a réalisé plusieurs actions sociales et sportives dans cet espace. Il y a quelques jours, le chairman de Mazembe a installé officiellement son parti politique dans la province de la Chopo. Christopher Ochokoum revient sur certaines réalisations de Moïse Katumbi dans ce récit. En 2015, l'hebdomadaire anglais The Economist le présente comme l'homme le plus puissant de la RDC après Joseph Kabila. La certitude est que Moïse Katumbi, 57 ans aujourd'hui, a le don de beaucoup faire parler de tout ce qu'il touche ou gère. La province du Katanga qu'il gérait depuis 2007 par exemple, ou encore le tout-puissant Mazembe qui n'avait jamais autant bien porté son nom avant qu'il ne le reprenne. Riche homme d'affaires, sa carrure en politique fait rêver plus d'un sympathisant qui ne désire plus le voir derrière une autre personnalité. À la veille des élections ratées de 2016, il entraîne une bonne partie de l'élite gouvernementale dans un mouvement politique dénommé G7 qui le portera comme candidat président de la République. Ce qui n'arrivera pas, car Katumbi est plongé dans plusieurs polémiques entre démêlés judiciaires et doutes sur sa véritable identité. En effet, le désormais président d'Ensemble pour la République est fils d'un homme d'affaires grec et d'une femme katangaise, où il passe quasiment toute son enfance. Il affirme haut et fort que c'est la RDC et pas un autre pays qu'il a choisi comme mère patrie. Depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi au pouvoir, il est tantôt perçu comme un allié, tantôt comme un adversaire politique de taille. Bien que membre de l'Union sacrée, Moïse Katumbi en atteste ses sorties médiatiques et même sa dernière tournée dans la partie orientale du pays ne compte pas s'aligner derrière un gourou donneur d'ordre. Il s'est publiquement opposé par exemple au dossier RAM qui énerve plus d'un Congolais sans bouger son allié, le président de la République. Sauf changement de dernière minute, Moïse Katumbi devrait être candidat président de la République pour les prochaines élections au pays prévues en 2023. À 59 ans, il pourrait donc être le 3e président de la 3e République. Dans le reste du continent, une semaine de deuil national est observée en Afrique du Sud à la suite de l'annonce de la mort de Desmond Tutu le 26 décembre dernier, figure de la lutte contre l'apartheid des prix Nobel de la paix. Une pluie d'hommages venus du monde entier lui a été adressée. Ses funérailles auront lieu le 1er janvier à Cape Town. Et en sport, élection à la Fédération congolaise de boxe, le collectif des boxeurs de la RDC, candidat à ces prochaines élections, plaide pour le respect de textes à quelques semaines de l'Assemblée générale extraordinaire et élective pour permettre à tout le monde de pouvoir postuler. Pour ces boxeurs, l'actuel comité exécutif prépare la fraude pour rester en place. Il en fait savoir hier dans un point de presse organisé à Kinshasa. Violation des textes, d'un chapelet des irrégularités et compatibilités. Devant pareille situation de confusion administrative, les candidats au bureau exécutif de la fédération n'ont pas pu déposer leur dossier de candidature, étant donné que ceux-ci doivent, selon les textes légaux, être reçus par la commission ad hoc, mise en place par l'autorité politico-administrative pour des raisons de transparence. Le rapport technique traçant le parcours des athlètes ainsi que l'acquisition de matériel et des infrastructures
que nous estimons pernicieux et largement négatifs. Rapport financier relevant de différents fonds, des acquisitions et acquisitions judiciaires que nous avons jugées hors normes et avons soulevé de très graves soupçons de détournement et une mégestion criante pour laquelle nous ne cessons de réitérer avec force l'audit de l'IGF, Inspectorat général de finances, et celui de l'administration des sports. La tenue de l'Assemblée générale extraordinaire élective, annoncée avant l'invitation de l'Assemblée générale ordinaire, ce qui n'est pas normal. L'Assemblée générale extraordinaire et élective est prévue, contrairement aux textes légaux, à la même date que l'Assemblée générale ordinaire. Cela signifie qu'on ne peut jamais tenir les deux assemblées le même jour. Ordinaire suivi de Assemblée générale extraordinaire élective. Les textes interdisent cela. C'est ainsi une entorse grave. Les élections que tout le monde veut sont des élections démocratiques, crédibles, transparentes et accessibles à tous. Tout candidat dans les mêmes conditions en respect des textes légaux. L'Assemblée générale ordinaire de fin mandat s'inscrira le point des élections en dernière à son ordre du jour et elles seront convoquées dans les 60 jours. En culture, Defao Matumona n'est plus. Le chanteur congolais est décédé lundi dans la soirée au Cameroun, hospitalisé pour insuffisance respiratoire. François Lulendo Matumona, alias Général Defao, a tiré sa révérence après son unique concert livré à Douala. C'est après ce concert privé à Douala le week-end dernier que la tragédie est survenue. Defao Matumona succombe sur un lit de l'hôpital La Quintini où il a été conduit en urgence de suite d'un malaise déjà révélé à Abidjan lors de la soirée 24 Rumba une semaine auparavant. Le témoignage de son aide malade de circonstance est émouvant. Il a souffert pour quelque temps qu'il est arrivé ici au Cameroun avant de mourir, mais tout ce que Dieu fait est bon. Rester unis. Pas tout ce qui a été conseillé aux gens, qui est resté en famille. Non, on a fait tout ce qu'on pouvait faire pour nous aider, mais le Seigneur n'a pas permis. C'était déjà le temps de Dieu. Et quand Dieu dit que c'est comme ça, personne ne peut dire non. Bon, c'est son temps. Il était malade, il est mort. Defao Matumona présentait quelques symptômes de malaria pour lesquels il se faisait déjà soigner en partance de Kinshasa pour cette tournée. Avant le concert, il y a eu malaise, malaria, genre. À Salaki, à côté, il commence samedi, je suis là vendredi. Après, il y a eu à Congo le 4 janvier. Il y a eu janvier, donc voilà, il y a eu janvier, Testé positif au Covid-19 à Douala, Defao Matumona, de son état de santé hypertendu et diabétique, n'a pu résister à cette pandémie dévastatrice alors qu'il allait souffler sur sa 63e bougie d'existence ce 31 décembre 2021. De Somme Ouest à son Big Star, en passant par Grand Zaïko Wawa et Shockstar, François Matumona Lulendo, de son vrai nom, a été un chanteur, sapeur et fin danseur qui a su se distinguer parmi tant d'autres pour sa discrétion, bien que le talent au chant et le succès de ses chansons l'aient monté sur de nombreux podiums, non seulement en Afrique, mais aussi en Europe et aux Amériques. À Kinshasa, c'est l'émotion. En attendant le rapatriement de son corps, les démarches sont déjà en cours pour l'organisation des obsèques dans le respect, a fait savoir son chargé d'affaires. Il y a une organisation qui a été mise en place par tel. C'est cette organisation valable qui va engager l'artiste. Il n'y a pas autre chose. Oh, artiste en danger. Je répète, des fois on est plus en danger, il est mort, il se repose d'ailleurs. On ne voudrait pas que quelqu'un puisse passer à la télévision, venir suivre où nous sommes l'organisation qui gagne. Non, on n'a pas besoin de ça. Adieu, Général Defao. Place au rappel des titres. Après l'étape du Kasaï oriental, le chef de l'État est attendu ce mardi, sauf changement des dernières minutes à Cabinda,
dans la province de Lomami dans le cadre de sa tournée dans l'espace Kassai. En sécurité, au moins 31 miliciens Codeco ont été tués dans les bombardements par des hélicoptères des FARDC à Djougou. Confirmation du porte-parole des opérations militaires en Ituri. Et puis en culture, cette triste nouvelle, la star de la rumba congolaise, François Lulendo Matumona, a connu sous le nom du général Defao, est décédé lundi soir à Douala au Cameroun à l'âge de 63 ans. Ne nous quittez pas, dans un instant la revue de presse. Jenny Kayembe nous rejoint sur l'autre côté du studio pour cette revue. Bienvenue à vous. Merci Béton. Bonjour à tous et joyeux Noël. À la une de votre revue de presse, avant-goût de la campagne présidentielle en République démocratique du Congo, Tshisekedi et Ketumbi mobilisent des dizaines de Congolais dans les provinces. Exactly, Moïse Katumbi, ancien gouverneur de la province du Katanga, était le premier à se lancer dans cette campagne, profitant du lancement de son parti politique Ensemble pour la République à Kisangani, Bouta et Isiro. D'après EcoNewsRDC.com, Moïse Katumbi Chapoué mesure déjà son ancrage dans le Congo profond. Réponse du berger à la bergère, note les confrères. Le chef de l'État, lui, a choisi les Grands Kassai, son fief naturel en rapport avec ses origines. Tout est clair maintenant. On assiste actuellement à un duel à distance entre Félix Tshisekedi et l'ex-gouverneur du Katanga. Prélude d'une pré-campagne électorale à rebondissement. Alliés, mais ils s'affrontent à distance si leur agenda politique n'est pas le même. Mais ils ont un point commun, c'est l'amour de la République démocratique du Congo et de son peuple, une qualité connue de tous. En tout cas, chacun d'eux cherche à se positionner. Le rédacteur de cet article estime que la méfiance s'est installée entre les deux personnalités, même si le chairman d'Ensemble pour la République n'a pas encore de manière officielle quitté l'Union sacrée de la nation, initiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est dans la province de la Tchopo à Kisangani que les hostilités ont déclenché. Moïse Katumbi avait dans son discours dénoncé la mégestion à la tête du pays, en passant en revue la situation sociale, politique, économique, pour ne citer que cela. Jenny, votre deuxième sujet en dehors de nos frontières, Covid-19 en France. Jean Castex annonce une prime mensuelle de 100 € pour les infirmiers des services de soins critiques. Oui, 24 000 personnes sont concernées. Le chef du gouvernement qui s'est exprimé à l'issue d'une visite avec le ministre de la Santé, Olivier Véran, d'un service de réanimation du centre hospitalier intercommunal. C'est pour encourager le personnel soignant dans cette dure épreuve de lutte contre la pandémie de Covid-19 qui a frappé le monde entier, que le gouvernement français a décidé de donner une prime mensuelle de 100 € net pour les infirmiers des services de soins critiques et de réanimation à l'entame de la nouvelle année, rapporte Radio France Internationale. D'après Jean Castex, le choix de ces infirmiers est justifié du fait qu'ils sont très fortement sollicités par la crise du Covid-19. Comme nous parlons de la Covid-19 en France, à ces sujets, France24.com revient sur les renforcements de mesures barrières. Les délais d'administration de la dose de rappel a été ramené à 3 mois. À cela, il faut ajouter le retour de jauge, le télétravail, interdiction des concerts et de la consommation debout, ainsi que la durée d'isolement. La décision qui avait été rendue publique lundi par l'exécutif des mesures pour faire face à la flambée du variant Omicron, sans aller jusqu'au couvre-feu le 31 décembre ou au report de la rentrée scolaire. En tout cas, les Français sont vraiment sauvés pour bien fêter. Bon traitage. On termine avec ce sujet léger. Un scientifique invente un écran léchable pour goûter des saveurs. Oui, l'invention plutôt est de Homei Miyashita, professeur japonais. Cet écran capable d'imiter les saveurs des aliments a été baptisé Taste des TV, rapporte 7sur7.be. En léchant l'écran, les gens peuvent découvrir leurs saveurs préférées
des manières numériques. Cette invention du professeur Omei Miyashita vise à permettre aux gens de déguster un repas depuis chez eux dans un restaurant ou au bout du monde. Le professeur travaille actuellement avec une équipe de 30 étudiants qui ont déjà créé plusieurs systèmes liés aux saveurs, dont une fourchette qui donne un goût plus vif aux aliments. Miyashita a construit les prototypes TTTV tout seul l'année dernière. Il estime qu'il lui faudra environ 100 000 yens, soit 771 000 euros pour réaliser une version commercialisable. Les professeurs pensent que son invention pourrait être utile pour l'apprentissage à distance. Merci Jenny Kaembe pour la lecture transversale des journaux parus ce mardi. Merci à vous autant, Bidon Kenge. C'est aussi la fin de ce journal. Restez avec nous pour plus d'informations. Rejoignez-nous dans Banambuka Congo sur YouTube. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Ce programme vous a été offert par la SENSAP, première institution publique en RDC certifiée ISO 9001.